Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième semaine du cours de mécanique à distance. Alors cette semaine, ce sont les lois de Newton qui sont au programme, communément appelées aussi la dynamique. Donc la dynamique, c'est l'étude des causes du mouvement, alors que la cinématique qu'on a traitée précédemment était l'étude du mouvement. Donc à date, dans le chapitre 1, avec les équations du MUA, on ne se posait pas la question à savoir d'où venait le mouvement, pourquoi est-ce que la balle avait une vitesse avec un angle de 45 degrés à t égale à 0 avec un module. On faisait juste s'intéresser à ce qui se passe une fois le lancer établi. Donc on donnait un paramètre de vitesse et d'un angle, et après ça on pouvait trouver tous les paramètres de la cinématique, le temps de vol, la hauteur maximale, la vitesse à un instant donné, l'accélération, etc. Le chapitre 2 a comme but d'expliquer les causes du mouvement. Donc la dynamique, c'est ce que ça veut dire, c'est les causes du mouvement. Donc vous connaissez déjà les trois lois de Newton du secondaire, donc on va les reviser ici, là, mais F égale ma, donc ça vous dit d'où vient l'accélération. Ça prend une force pour mettre une masse en mouvement pour changer son état de vitesse. Donc cette semaine, le but c'est d'étudier les lois de Newton, les trois lois de Newton, dans différentes situations avec différents types de forces qu'on peut rencontrer. Donc, résumons tout d'abord les trois lois de Newton, parce que oui, il y en a trois. La première loi de Newton, c'est une loi très, très importante, et il n'y a pas d'explication à la première loi de Newton. Okay? C'est une loi qui existe dans notre univers. Okay? On vit tous dans le même univers, et les physiciens, les scientifiques ont remarqué cette tendance-là, mais il n'y a pas de preuve. Donc, ça se pourrait que demain matin, quelqu'un découvre que la première loi de Newton n'est pas valide dans X, Y, Z circonstances, et cette personne-là pourra aller se chercher un prix Nobel demain matin si elle découvre ça. Parce que c'est une loi empirique, dans le sens que c'est une loi qui est observée jusqu'à aujourd'hui partout dans l'univers. Donc, résumons la première loi de Newton. C'est bien expliqué dans votre livre, donc voici la lecture. La première loi de Newton s'appelle aussi le principe d'inertie, qui va comme suit. Le vecteur vitesse d'un objet a tendance à demeurer inchangé. Donc ça, c'est mesuré en laboratoire, c'est ce qu'on observe. Un objet au repos a tendance à demeurer au repos, et un objet qui est en mouvement en ligne droite à vitesse constante voudra se déplacer avec ce vecteur vitesse-là. Autrement dit, le mouvement naturel d'un objet, en l'absence d'influence extérieure, consiste à se déplacer en ligne droite à vitesse constante. En d'autres mots, en mathématiques, on dirait que le vecteur V est un vecteur constant. La situation au repos est un cas particulier pour lequel le vecteur est 0. Donc, la première loi de Newton dit que le mouvement naturel d'un objet, c'est d'avancer en ligne droite à vitesse constante. Donc, un astéroïde qui est très très loin dans l'espace, qui est très très loin de toute galaxie, de toute planète, de toute force gravitationnelle, cet astéroïde-là va se déplacer à vitesse constante pendant l'infini, essentiellement en ligne droite, jusqu'à temps qu'il rencontre une force, donc jusqu'à temps qu'il entre en collision ou bien qu'il soit attiré par une force gravitationnelle. Mais tous les objets, lorsqu'ils sont loin de toutes les forces, vont avancer à vitesse constante. Sur Terre, c'est très difficile d'observer le principe d'inertie parce qu'on n'est jamais sans influence externe. On est toujours attiré vers la Terre. Malheureusement, la Terre est d'injambe pour nous empêcher d'apprécier le principe d'inertie. Mais très loin dans l'espace, c'est un principe qui est là. Donc, tout repose sur ce principe-là, en vérité. La loi de Newton repose sur le principe d'inertie, c'est-à-dire que si on veut changer le mouvement naturel, donc si on veut changer le vecteur V, ça veut dire qu'il faut donc appliquer une accélération nécessairement. On a vu en cinématique le lien entre vitesse et accélération. Accélération, c'est le changement du vecteur vitesse divisé par le temps. Donc, s'il y a une force, on change le mouvement naturel, et s'il y a une force, on aura donc une accélération. Et ça, c'est la deuxième loi de Newton, qui est une loi de calcul qui nous permet de savoir quelle est l'influence de la force sur le changement de vitesse. Et là, vous l'avez ici, c'est la somme des forces sur l'objet qui a une masse m va nous donner une accélération. La façon la plus standard de l'écrire, c'est plutôt comme ça, c'est de dire que l'accélération de l'objet est donnée par la somme des forces appliquées sur lui divisée par sa masse. Et la masse, on va donc dire que c'est une mesure de son inertie, parce que plus la masse est élevée, moins l'accélération le sera, donc moins l'effet sera fort. Donc plus l'inertie de l'objet est élevée, plus c'est dur de changer son mouvement naturel, selon le principe d'inertie. Donc m, c'est l'inertie, c'est une mesure de l'inertie d'un objet. Et étant donné que c'est une équation de vecteurs, donc nous, on va généralement travailler en 2D, donc en X et en Y. Donc on va séparer la deuxième loi de Newton en X. Donc somme des forces selon X est égale à MAX, puis même chose en Y. Et là, ici, on va aussi donner les unités de la force. Donc c'est de la masse fois de l'accélération. Donc ce sont des kilogrammes fois des mètres par seconde carré. Et cette unité-là, en système international, on l'appelle le Newton, tout simplement, pour la force. Et la troisième loi de Newton nous dit
le principe d'action-réaction, je vais réexpliquer un petit peu tantôt, mais ça nous dit lorsqu'on a deux objets qui sont en interaction un dans l'autre, donc A avec B, ben, les deux objets en interaction, même si c'est deux objets très différents, un beaucoup plus gros, un beaucoup plus petit, ben, les deux objets exercent un sur l'autre la même force en module. Donc la force de A sur B en grandeur est égale à la force de B sur A en grandeur aussi. Et en vecteur, ce sont deux vecteurs égaux mais antiparallèles. Donc il y en a un qui va dans une direction, l'autre dans l'autre. Donc par exemple, si vous poussez un hippopotame, ben, l'hippopotame aura tendance à vouloir avancer et vous, ça va vous faire reculer vers l'arrière avec une force opposée. Cette troisième loi de Newton-là, il y a plusieurs subtilités et je vais revenir dans la section 2.4 qui porte essentiellement sur la troisième loi de Newton. Là, je l'ai juste exposé. Je vais l'expliquer tantôt. Commençons tout de suite avec un exemple pour appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, c'est le premier exemple, situation 2, que vous avez déjà lu. Donc, je vais juste y revenir rapidement. Alors, on parle ici d'un hexagone. Et là, on dit que sur deux faces de l'hexagone, on a des ventilateurs qui soufflent avec une force de 0,424 Newton. On donne la masse de l'hexagone qui est 3,5 kg et on s'intéresse à trouver l'accélération de l'objet sous forme polaire et sous forme cartésienne. Donc tout d'abord, étant donné que c'est un hexagone, là, on nous donne des petits arguments de géométrie. Vous irez voir dans le livre, mais essentiellement, ce qui est important de savoir, c'est l'orientation du vecteur F1 ici, donc le réacteur qui est sur la paroi en bas à gauche, par rapport à l'horizontale. Pourquoi? Parce que je me donne un axe X vers la droite, un axe Y vers le haut, donc j'ai besoin de savoir l'angle avec l'axe X pour trouver les composantes de F1. Et là, on nous dit que l'angle, ce sera 30 degrés dans le cas d'un hexagone. Vous irez lire la situation 2. Et les deux ventilateurs sont égaux et ont le même module de 0,424 Newton qu'on appelle juste F. Et là, pour tous les exercices du chapitre 2, dans vos devoirs, c'est bien important de toujours faire un diagramme des forces quand on a des forces en jeu. C'est-à-dire mettre l'axe X, Y, dessiner les forces afin de bien voir les composantes. Donc ici, je vais faire une origine comme si elle était en plein centre de l'objet, et l'objet subit deux forces. Donc, on va faire l'approximation que tout l'objet, même si c'est un gros objet, on va faire l'approximation que c'est une particule, un point à l'origine, et je vais dessiner toutes les forces appliquées sur ce point-là. Donc, on a une force F2 vers l'axe des Y, vers le haut, qui vaudra 0,424 Newton, et on a F1 ici, avec un angle θ, et on trace ici les deux composantes de F1, donc F1 cos de 30 et F1 sin de 30 vers le haut. Donc, ce qui pointe selon X, ce sera F1 cos θ seulement, et ce qui pointe vers les Y, ce sera F2 plus F1 sin de θ. Alors, c'est ce qu'on doit faire dans la loi de Newton. Donc, on écrit la somme des forces en X. Donc, en X, j'en ai qu'une seule, F1 cos de θ, et cela doit être égal à M fois AX, en vertu de la deuxième loi de Newton. Alors, AX, ce sera F1 cos de θ sur M, ce qui donne ici 0,01049 mètres secondes carrés vers l'avant. Mais on a aussi de la force vers le haut. Ça veut dire qu'il y aura en plus de ça aussi une accélération vers le haut. Donc, la somme vers le haut, on a dit que c'était F2 plus F1 sin de θ. Tout ça est égal à MA. Donc, le A selon Y, quand on fait l'algèbre ici, ça nous donne 0,1817 mètres secondes carrés. Et donc, le vecteur A, en notation cartésienne I et J, ce serait 0,105 I plus 182 J mètres secondes carrés. Et là, vous remarquerez ici qu'on n'a pas gardé les 4 chiffres significatifs, mais on arrondit à 3. Donc, c'est généralement ce qu'on veut. On veut donner les réponses à 3 chiffres et laisser les calculs intermédiaires toujours à 4 chiffres. C'est la méthode que M. Séguin va utiliser et c'est ce que je vous conseille de faire dans vos exercices pour arriver à la même réponse que lui. On demandait aussi de trouver ce vecteur-là sous forme polaire. Donc, je vais prendre le vecteur en cartésien et le mettre dans un système XY. Donc, on voit qu'on a moins de X que de Y. Donc, le vecteur va pointer vers le haut dans le cadran 1. Et l'angle phi ici, on peut l'obtenir avec l'arc tangente, par exemple. Donc, côté opposé sur adjacent. Donc, si on veut l'angle selon l'axe des X, ben, le côté opposé, c'est AY en valeur absolue, et le côté adjacent, c'est AX en valeur absolue. Pourquoi les valeurs absolues? Je l'ai déjà mentionné la semaine dernière. C'est juste pour ne pas se tromper de cadran, ne pas se tromper de signe. C'est mieux de tout mettre en valeur absolue, et ça donnera toujours le plus petit angle qu'on peut avoir. Donc ici, ça donne un angle de 60 degrés exactement. Donc l'accélération, si on arrondit à 3 chiffres, ça fait 0,210 mètres secondes carrés à 60 degrés vers l'axe Y positif par rapport à l'axe X, ici. Donc là, on a une réponse complète pour l'accélération. Donc ça, c'était un exemple de deuxième loi de Newton.
Autre exemple, c'est le numéro 2.1.3 que je vais résoudre avec vous. Alors, cette fois-ci, on donne la somme des forces en notation cartésienne. Je vous dis moins 6i moins 10j. Donc, déjà là, vous devez réaliser que le moins 6, c'est la somme des forces selon x, moins 6 newtons, et moins 10, c'est la somme des forces selon y, donc moins 10 newtons. À t égale à 0, le vecteur vitesse initiale vaut 12 mètres secondes selon x, donc ça c'est v0x, le 12, et v0y est nul, étant donné qu'il n'y en a pas selon j. Et on veut trouver la vitesse à 3 secondes. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est pas très compliqué. Je vous donne la somme des forces et une masse de 2 kg. Donc, avec ça, vous pouvez trouver le vecteur accélération. Donc, trouver AX, trouver AY. Vous avez la vitesse initiale en X et en Y. Vous avez le temps. Donc, on utilise la cinématique. Et oui, la cinématique, même si ce n'est pas des examens récapitulatifs, tous les sujets qu'on voit en mécanique reviennent dans les chapitres d'après. Donc, la cinématique, on va toujours s'en servir quand la force est constante. Donc, ici, si je calcule l'accélération, donc somme des forces en x divisé par m, donc c'est moins 6 newtons divisé par 2 kg. Donc, on a moins 3 mètres par seconde carré en x. En y, j'ai moins 10 newtons sur 2 kg, donc moins 5 mètres seconde carré en y. Et là, newton par kilogramme, là, soyez pas mélangés, c'est bien des mètres par seconde carré, parce que des newtons, on avait dit que c'était des kilogrammes fois des mètres par seconde carré. Hein? Donc ça fonctionne. Et là, après ça, pour trouver le vecteur vitesse finale, ben, j'utilise les équations de la cinématique. Donc, mon équation de V, là, c'est vitesse initiale plus A fois T. Donc, au début, j'avais 12 en X, 0 en Y, moins 3 d'accélération en X, moins 5 d'accélération en Y, 3 secondes de durée. Donc, ma vitesse en X va passer de 12 à 3. Donc, on freine selon X, ce qui était normal puisqu'on avait une force négative et une vitesse positive. Donc, on a freiné. Et en Y, ben, on a gagné de la vitesse vers le bas. On n'avait pas de vitesse au début, puis on avait une force nette vers le bas, donc on obtient moins 15. Et donc, le vecteur vitesse finale, sous forme cartésienne, c'est 3i moins 15j mètres par seconde. Et là, vous pouvez l'écrire en notation polaire si ça vous tente, avec les Pythagore et l'arc tangente, etc. Pour la troisième loi de Newton, ce que je peux dire, c'est un petit exemple de ce qu'on appelle un avion à réaction. Donc, l'avion à réaction fonctionne par principe d'action-réaction, donc par la troisième loi de Newton. C'est la raison pour laquelle les avions peuvent avancer dans le ciel et c'est aussi la raison pour laquelle on peut faire décoller des fusées dans l'espace. Donc, le principe d'un avion à réaction, c'est quoi? Les turbines ici vont injecter du gaz vers l'arrière qui est très chaud et donc les moteurs vont exercer sur le gaz une force vers l'arrière. Donc, la turbine compresse l'air qui entre, on injecte un petit peu d'essence là-dedans, ça fait un mélange explosif. Et là, vers l'arrière, il y a ce gaz-là qui est propulsé avec une force assez violente. Donc, la force du moteur sur le gaz. Et par réaction, l'avion va subir la force contraire, la force du gaz sur le moteur, qui est égale en module, mais de sens opposé. Et c'est ce qui va faire avancer l'avion vers l'avant. Donc, d'où le mot avion à réaction. Quand vous marchez sur le sol, c'est le même principe. Donc, votre pied pousse le sol vers l'arrière avec une force de pied sur le sol. Et en réaction, le sol vous propulse vers l'avant avec du frottement statique entre vos pieds et votre semelle. Ça vous permet d'avancer. Donc, sur de la glace ou sur de la vaseline, c'est difficile d'avancer parce qu'on n'a pas cette force-là d'adhérence avec le sol qui nous propulserait vers l'avant, par exemple. Donc, pour ce qui est de la troisième loi de Newton, il y a un chapitre complet, la section 2.4. Je vais y revenir dans un instant. Ensuite, en 2.2, on parle de la force gravitationnelle. Donc, vous, dans votre cours de mécanique au secondaire, vous avez déjà vu cette force-là, que la force gravitationnelle est égale à m fois g, où g est un champ gravitationnel qui pointe sur Terre vers le bas et qui vaut 9,8 mètres par seconde carré en module. On l'a déjà traité en cinématique. Et petite notation ici, 1 newton par kilogramme. Donc ça, ce sont les unités de g ici. Donc, si je multiplie g par des kilogrammes, donc newton par kilogramme fois des kilogrammes, ça donne bien des newtons. Donc les champs gravitationnels, on va toujours les écrire en newton par kilogramme. Voyons voir à quoi ça correspond. Donc 1 newton, c'est 1 kg fois mètre par seconde carré, donc F égale ma, divisé par des kilogrammes. Donc ça nous donne bien de l'accélération. Donc nous, dans le chapitre 1, on disait que G vaut 9,8 mètres par seconde carré. Puis si on parle de champ gravitationnel, on va dire 9,8 newtons par kilogramme. Donc pour convertir ça en force. Mais il n'y a pas de différence. Donc, des newtons par kilogramme et des mètres seconde carré, c'est la même chose. Autre approximation qu'on fait, c'est que, en vérité, toutes les molécules de la pomme vont toutes être attirées avec une force gravitationnelle vers le bas. Et nous, pour simplifier le calcul, on va se placer au centre de masse et on va dire que c'est toute la masse de la pomme qui subit une force gravitationnelle. Il n'y a aucune différence entre les deux systèmes ici, là, en autant que le champ gravitationnel ne varie pas entre le bas et le haut de la pomme.
ce qui est vraiment pas le cas sur Terre. Donc, tous les objets en chute libre subissent la même accélération. On l'avait déjà dit en cinématique. Je vous ai même montré une vidéo pour le prouver. La plume, la boule de quille qui tombe avec la même accélération. Pourquoi? C'est à cause de cette expression-là et de la deuxième loi de Newton. Donc, l'accélération, c'est la force divisée par la masse. Et donc, étant donné que tous les objets ont une force Fg qui vaut m fois g, donc si je divise m fois g par m, ça donne g. Même si l'objet a une masse double, il subit une force double, mais le ratio de F sur M vaut aussi 1, il vaut aussi G. Donc tous les objets, même s'ils sont plus lourds, donc un objet qui a 2 fois la masse du premier ici, aura 2 fois la force. Mais le rapport de F sur M, donc les deux vont s'annuler ici. Donc ça ne change rien. Donc tous les poids, toutes les masses sont attirés avec la même accélération vers le sol qui vaut G, le champ gravitationnel, de l'endroit de la planète où on se situe. Donc ça, cette force-là ici, F égale mg, c'est toujours vrai. C'est ce qu'on appelle aussi le poids, c'est la force gravitationnelle. Donc sachez que poids et force gravitationnelle sont des synonymes. Mais il y a une autre façon de la calculer via ce qu'on appelle la loi de la gravitation universelle. Et c'est la même chose, OK? Donc la loi de la gravitation universelle, généralement, on va l'utiliser lorsqu'on parle d'astres qui sont séparés d'une certaine distance. Donc par exemple, ici, un astre qui a une masse m1 et ici, un astre qui a une masse m2. Les deux particules vont s'attirer avec la même grandeur de force à cause de la troisième loi de Newton. Donc, quand on a deux objets en interaction, ils subissent la même force, mais de sens opposé. Donc, même si ici, c'est une étoile massive, imaginez le Soleil, et que M1, c'est un astronaute qui flotte proche du Soleil parce qu'il s'est échappé de son vaisseau spatial par accident, eh bien, les deux s'attirent avec la même force. Vous allez peut-être trouver ça bizarre que l'astronaute tire autant fort sur le Soleil que le Soleil tire sur lui, mais c'est quand même ça qui se produit. Et la force que chacun subit dans cette interaction-là est donnée par la loi de la gravitation universelle qui a été développée par Isaac Newton lorsqu'il était très jeune. Et cette loi-là s'écrit comme étant une constante universelle qui est donnée ici par G 6.67 fois 10 à la moins 11 avec les unités appropriées pour obtenir des newtons fois M1, M2 sur R au carré. C'est une loi en 1 sur R au carré. Cette loi-là, pourquoi on l'appelle universelle et pourquoi c'est constante universelle? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'elle est appliquée partout dans l'univers. Même les galaxies très lointaines obéissent à cette loi-là. Et la constante G, jusqu'à notre jour, on a observé qu'elle était la même partout. Donc la loi de la gravité est une loi universelle et c'est elle qui est responsable de la formation de l'univers. C'est la seule force qui existe à des très très grandes distances. Donc, si on compare cette loi de gravitation universelle-là avec l'équation du poids mg, les deux sont égales en passant. Il n'y a pas de différence. C'est deux façons d'écrire la même chose. Donc, on voit que le petit g dans l'équation mg, si on veut que ce soit égal à la loi de la gravitation universelle, il faut que le module du champ gravitationnel proche d'une planète soit donné par la constante grand G fois la masse de la planète qui nous intéresse, divisé par la distance r par rapport au centre de la planète où on se situe. Donc, par exemple, si ça c'est une planète ici en vert et on est à la surface, la distance r au carré, c'est toujours mesuré par rapport au centre de la planète. Donc, si on cherche le champ gravitationnel à la surface de la planète, la distance r ici au dénominateur, ce serait le rayon de la planète qui nous intéresse. Mais on peut aussi calculer le champ gravitationnel à une certaine altitude de la planète, donc très très loin dans l'espace. Dans ce cas-là, le petit r, c'est la distance centre à centre des deux objets qui nous intéressent. Donc le champ gravitationnel, si on le veut à la surface, je répète, on met le rayon en dessous, et sinon on met la distance avec le centre de l'astre. Et la masse au numérateur, c'est toujours la masse de l'objet qui génère le champ gravitationnel, donc la masse de la planète, dans mon exemple ici. Donc, petite situation, on vous dit la planète Mercure a un rayon de 2439 km et on veut savoir à quelle altitude, la hauteur par rapport à la surface, est-ce que le module du champ gravitationnel est égal à 99% de sa valeur à la surface. Donc, petit dessin, donc le Mercure a un rayon R surface ici, que j'ai appelé, et l'altitude, c'est la distance par rapport à la surface, donc petit h ici. Donc, la distance R qu'on va utiliser dans l'équation ici du champ gravitationnel, le petit r, ce sera la distance par rapport au centre. Donc, ce sera le rayon de la surface plus l'altitude qu'on devra combiner ensemble. Donc, le G à la surface de Mercure, c'est G fois la masse de Mercure sur le rayon à sa surface au carré. Donc on s'intéresse à quelle distance R par rapport au centre, la valeur de G correspond à 99% de cette valeur-là. Donc, mathématiquement, on veut G est égal à 0.99 fois la valeur à la surface.
Donc, on va voir que GM sur R au carré, donc la distance R ici au point qui nous intéresse, est égale à 0,99 fois l'expression qu'on avait écrite pour la surface. Donc, les G fois M, on peut les simplifier, on n'a pas besoin. Donc, 1 sur R au carré est égal à 0,99 sur le rayon de la surface au carré. Donc, R au carré, c'est le rayon de la surface à la 2 sur 0,99. On prend la racine carrée. Donc, on se ramasse avec le rayon de la surface de Mercure divisé par la racine de 0,99. Donc, le 2439 km sur racine de 0,99, ce qui fait 2451,3. Donc, l'altitude, qui correspond donc à grand R moins le rayon de la surface, vaut donc 12,3 km. Donc, il faut quand même aller haut dans l'espace. 12 km de hauteur, c'est pas mal, pour avoir juste perdu 1% du champ gravitationnel terrestre. Je vous donne un autre exemple. La Station spatiale internationale qui orbite la Terre, le champ gravitationnel à bord de la station spatiale vaut à peu près 8,9 mètres par seconde carré. Le champ gravitationnel sur Terre vaut 9,8 mètres par seconde carré. Donc, il n'y a pas une grosse différence. On n'a même pas 1 mètre par seconde carré de différence. Pourtant, les astronautes à bord de la station spatiale, quand on voit des vidéos, ils flottent en apesanteur. Donc, je vous pose la question, pourquoi est-ce que les astronautes à bord de la station spatiale ne ressentent pas les effets de l'attraction gravitationnelle alors que le champ gravitationnel est quasiment le même que sur Terre? Donc la réponse, c'est faux de dire que la réponse c'est parce qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace. Donc c'est la première réponse que les gens vont mentionner habituellement. Les gens qui n'ont pas de formation en physique vont dire il n'y a pas de gravité dans l'espace, c'est pour ça que les astronautes sont en apesanteur. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Puis en fait, la réponse à cette question-là, on va la trouver la semaine prochaine dans la section 2.8 sur le poids apparent. Donc, je ne vais pas donner la réponse, mais je suis sûr que plusieurs d'entre vous le savent déjà, là, mais il y a une raison pourquoi les astronautes à bord de la station spatiale sont en apesanteur, et c'est pas parce que le champ gravitationnel terrestre est faible. Il vaut quasiment la même chose que sur Terre à cette altitude-là. Donc, on voit ici que Mercure, là, on monte de 12 km dans les airs, et on a juste 1% moins de gravité. Donc, c'est vraiment pas ça l'effet ici. Autre notion qui est importante à savoir, c'est la différence entre la masse volumique et la densité. Donc en vérité, les deux quantités représentent la même chose. Donc la masse volumique, c'est le nombre de kilogrammes par mètre cube tout simplement dans l'objet, alors que la densité est un nombre sans unité qui correspond au rapport de la masse volumique, donc calculé par cette expression-là, sur celle d'une substance de référence. Donc généralement, on va tenir pour acquis que c'est l'eau liquide dont la masse volumique est de 1000 kg par mètre cube. Donc, un objet qui aurait une densité de 5,5, donc par exemple, l'exemple ici, veut dire qu'il aurait une masse volumique de 5500 kg par mètre cube. Donc, c'est le rapport entre la valeur en kg par mètre cube divisé par 1000. Donc, la densité n'a pas de nombre. Donc, une substance qui a une densité de 2 veut dire qu'elle a une masse volumique de 2000 kg mètre cube. Donc, le chiffre de densité, c'est le nombre de fois la densité de l'eau pure. Donc, par exemple, la Terre, si on calcule la masse volumique moyenne de la Terre, donc la masse sur le volume d'une sphère, donc on prend la masse de la Terre qu'on peut trouver sur Internet, 5,98 fois 10 à la 24, divisé par 4 tiers de pi fois le rayon de la Terre, qui vaut à peu près 6 millions de mètres à la 3, donc 6,38 fois 10 à la 6 mètres à la 3. Ça nous fait ici une masse volumique de 5500 kg par mètre cube, donc une densité de 5,5. Donc la Terre est 5,5 fois plus dense que l'eau pure, à cause de toutes les roches et des continents, etc., qui fait partie de la Terre. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le volume terrestre, c'est juste en surface. À l'origine, le kilogramme avait été défini comme la masse d'un cube d'eau de 10 cm, ce qui veut dire 1 millième de mètre cube, et c'est pour ça que la masse de l'eau est exactement 1000 kg par mètre cube. C'est comme ça que c'était défini à l'époque. De nos jours, la définition du kilogramme est différente, mais ça ne change pas vraiment la densité de l'eau. C'est quand même pas mal 1000 ici. Donc, ce n'est pas une coïncidence, le 1000, c'est une définition. Donc, on peut utiliser ces notions-là pour faire un calcul de champ gravitationnel. Donc, par exemple, ici, je vous dis que Albert pèse 90 kg. Il est sur la planète Vénus qui a une densité de 5,24 et qui a un rayon de 6052 km. C'est quoi la masse et le poids d'Albert sur Vénus? Bon, tout d'abord, la masse d'Albert ne change pas. 90 kg, c'est 90 kg n'importe où dans l'univers. Donc, la masse ne fluctue pas. Le poids va changer. Le poids, c'est la force. La force va dépendre de l'objet qui l'attire. Donc, sur Terre, c'est le champ gravitationnel terrestre qui l'attire. Sur Vénus, on va calculer le champ gravitationnel. Donc, commençons par écrire la masse volumique à partir de la densité. Donc, c'est 5,24 fois celle de l'eau, donc 5240. Le volume
de Vénus, c'est une sphère, donc 4 tiers de pi fois son rayon à la 3, ça nous donne 9 fois 10 à la 20 mètres cubes. La masse de Vénus, c'est la masse volumique fois son volume. Donc ici, j'obtiens une grande masse, 4,8 fois 10 à la 24. Donc, retenez à peu près ces ordres de grandeur-là. 10 à la 24, la Terre, c'était aussi 10 à la 24. Donc 10 à la 24 kg, c'est typique pour une planète standard. Et les rayons, là, autour de 1 million de mètres, là, 5, 6, 4, à peu près, là, millions de mètres, c'est un rayon d'une planète. Donc quand vous allez faire des exemples, des calculs, si vous avez une masse de 10 exposant 50, c'est pas bon, 10 exposant 12 non plus. Là. Une planète, c'est autour de 10 à la 24, une étoile autour de 10 à la 30 peut-être kilogrammes. Et les rayons, là, 1 million de mètres, c'est typique à peu près pour une planète, une petite planète. Là. Donc avec le volume et la masse, et on peut maintenant calculer, non, juste avec la masse et le rayon, on peut calculer le champ gravitationnel sur Vénus, Gm sur R au carré, la constante G, la masse de Vénus qu'on a calculée, divisé par son rayon à la 2. Donc on obtient un champ gravitationnel qui est quand même proche de celui de la Terre. On obtient 8,86 newtons par kilogramme versus 9,8 sur Terre. Donc le poids d'Albert, mg, 90 fois 8,86, ça nous fait 797 newtons. Donc, si je veux savoir le rapport du poids d'Albert avec Terre, je peux aussi faire le rapport des champs gravitationnels, ça revient au même. Là. Mg sur Mg, les masses se simplifient. Donc, 8,86 sur 9,8, c'est 90% de son poids. Donc, la gravité vénusienne sur Vénus est 90% de celle sur Terre. Donc, c'est assez similaire. OK, donc la force gravitationnelle, c'est une force à distance, donc elle a lieu même si les objets ne se touchent pas, donc vous pouvez être super loin de la planète ou très proche, la force a lieu. C'est un petit peu bizarre, le concept de force à distance. D'ailleurs, quand Newton a proposé sa théorie de gravitation, les physiciens à l'époque ont pas mal ri de sa gueule parce qu'ils se sont dit, voyons donc, une force à distance, c'est impossible, voyons donc. Mais maintenant, on le sait que c'est possible. Et il existe d'autres forces à distance, comme la force électrique, la force nucléaire, il y en a plein d'autres. Mais dans cette session-ci, dans le cours de mécanique, la seule force à distance, c'est le poids. Mais il y a plein d'autres forces aussi qui peuvent être exercées sur les objets lorsqu'il y a un contact entre les surfaces et entre les objets. Donc, voyons voir les forces qu'on va rencontrer durant la session. Donc, la première et la plus importante, c'est la force normale. Et là, la force normale, c'est une force qui généralement cause problème aux étudiants. Elle va apparaître toujours dans des schémas quand elle n'a pas d'affaires là. La force normale, elle est là seulement lorsque un objet touche à une surface. Okay? Si l'objet est suspendu par un fil dans les airs, il n'y en aura pas de force normale. Donc la force normale, c'est vraiment la force entre les atomes du dessus de la pomme et les atomes de la table qui se repoussent. Donc la table, originalement, elle est plate et dès que je viens mettre un poids dessus, il va y avoir une microscopique déformation. Il n'y a pas de question, il va en avoir une. Parce que les atomes poussent sur les autres, ça va déformer un petit peu la table et la table, elle, voudra reprendre sa position normale, un peu comme un ressort là, qu'on déforme ou une trampoline. Donc, elle va exercer une force vers le haut pour ramener la pomme vers le haut. Donc, cette force normale-là va exister et devra être calculée par la deuxième loi de Newton. L'autre type de force qu'on peut rencontrer, c'est la tension dans une corde. Et lorsqu'on attache une corde à un objet, on peut tirer dessus, mais on ne peut jamais pousser. Donc la tension dans une corde est toujours dans une direction où on tire sur l'objet. Donc l'objet ici suspendu au plafond avec deux cordes, T1 est dans cette direction-là et T2 dans cette direction-là. Il n'y a pas d'ambiguïté parce que la tension ne fait que tirer. Et si on écrivait la force au plafond, le plafond lui se fait tirer dans l'autre sens, puis par là aussi. Donc aux deux extrémités de la corde, il faut mettre des tensions qui tirent. Et dans ce cours-ci, on va considérer des cordes idéales. Une corde idéale, c'est une corde qui n'a pas de masse. Et lorsque la corde est idéale, la tension est la même aux deux extrémités et en fait partout dans la corde. Donc on va faire l'approximation que la tension est une constante dans chacune des cordes. Et quand vous allez faire vos diagrammes des forces, toujours mettre la tension dans la corde comme si elle tirait l'objet, peu importe la situation. On ne peut pas pousser avec une corde sur un objet. Vous ferez l'expérience chez vous. Vous allez vite vous rendre compte que ça n'a pas de bon sens. En autant que la corde soit molle. Si c'est une corde rigide, c'est pas une bonne corde. Là. On veut une corde standard. Autre force qu'on va rencontrer, c'est la force exercée par un ressort avec la loi de Hooke. Donc un ressort ici qui a une longueur naturelle, L naturelle. On peut l'étirer ou le compresser par rapport à sa longueur naturelle, le ressort. Donc ici, on l'étire d'une distance E, qui vaut la nouvelle longueur du ressort moins sa longueur initiale naturelle. Et bien, la force de rappel qui va vouloir ramener le ressort à sa position d'équilibre,
c'est donné par une certaine constante K qu'on appelle la constante de rappel du ressort, qui est donnée en newton par mètre, fois l'étirement ou la compression. Donc E là, peut être positif ou négatif. Si on a étiré le ressort, E est positif. Si on l'a compressé, E est négatif. Mais K fois la valeur absolue de E nous donne le module de la force. Et la force pointe toujours vers la position d'équilibre. Donc, si on avait compressé le ressort, la force serait vers la droite. Ici, on l'a étiré, donc la force est vers la gauche. Et ça, on appelle ça la loi de Hooke. Conséquence de la loi de Hooke, c'est le dynamomètre, une application très simple. Donc, en accrochant le ressort au plafond et en suspendant des blocs de bois de plus en plus lourds, on peut calibrer l'étirement du ressort en fonction du poids suspendu. Donc, on peut se mettre une petite règle à côté et avec ça, on peut venir mesurer des newtons. Donc, une fois qu'on a calibré notre dynamomètre avec des objets suspendus, n'importe quelle force qui va étirer le ressort, nous, on peut savoir il y a combien de newtons là-dedans. Et au laboratoire, des dynamomètres, c'est souvent utilisé. C'est une façon très, très simple de venir mesurer des forces. On peut aussi faire l'inverse, donc écraser un ressort, et plus il est écrasé, plus on peut lire la compression pour mesurer la force. Et il y a des balances, des pèse-personnes qui fonctionnent comme ça. Lorsqu'on embarque sur le pèse-personne, on comprime les ressorts, et cette compression du ressort-là est mesurée en mètres et est convertie en newton ensuite, selon la calibration de l'appareil. Donc, c'est un pèse-personne, c'est un ressort dans le fond, essentiellement. Voici une situation d'équilibre. Donc, à l'équilibre, il n'y a pas d'accélération, donc toutes les forces doivent s'annuler en X et en Y. Et là, ici, on nous donne un cerceau et il y a 3 personnes qui tirent sur le cerceau. On donne des angles ici et on dit que le dynamomètre A indique 150 newtons. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord tracer un système XY. Et là, j'identifie les 3 forces. Donc, ce sont 3 forces de tension donc, qui doivent tirer sur l'objet. C'est des cordes. Donc, TA, je vais mettre l'axe X selon TA. Et là, vous pouvez le mettre où vous voulez. Là. Ici, M. Séguin a décidé de mettre l'axe X selon TA pour simplifier les calculs. Bon, on aurait pu le mettre vers la droite, n'importe où. C'est pas important. TB va faire un angle θ avec l'axe des Y qui vaut 20 degrés et TC va faire un angle phi avec l'axe des Y négatif qui vaut 45 degrés, d'après la géométrie, d'après les angles qui sont donnés ici. Et on nous donne que le module de TA vaut 150 newtons. Donc, voici le diagramme des forces. Donc, sur le diagramme des forces, ce qu'il y a des petites barres dessus représentent le vecteur total et le reste, ce sont les composantes X et Y. Donc, TA est purement selon X. TB a une composante vers le haut selon Y et une composante vers la gauche selon X. Et là, pour savoir si on prend sin ou cos, ça dépend, l'angle est mesuré par rapport à où. Et ça, c'est une autre situation qui peut causer problème. Donc ici, θ est donné selon Y. Donc le côté opposé à θ sera la composante X. Donc sin de θ va donner le petit bout ici, qui est écrit en bas, TB sin de θ. Et le côté adjacent à θ, toute la grandeur ici, c'est donc TB fois cos de θ. Si on avait utilisé l'angle complémentaire, il faudrait inverser sin et cos. Donc, pour savoir si on prend sin ou cos, ça dépend de comment est donné l'angle. Ensuite, pour phi, l'angle phi est donné selon Y aussi. Donc, le côté adjacent, ce sera le côté selon Y, TC cos de phi. Et le côté opposé, c'est le petit côté ici selon X qui sera TC sin de phi. Donc, une fois qu'on a fait le diagramme des forces, on voit toutes les forces exercées en X et en Y. Et là, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, somme des forces en X égale MA, c'est à l'équilibre, donc c'est égal à 0. En passant, l'équilibre, ça peut être parce que ça ne bouge pas ou bien parce que la vitesse demeure constante. Il n'y a pas de différence. Ici, c'est immobile. Donc, les forces selon X, il y en a une positive qui est TA, et vers l'arrière, on a TB sin de θ et TC sin de phi. Donc, TA moins TB moins TC avec les sinus égale à 0. Et là, on va remplacer. TA, c'est 150. Sin de θ, c'est sin de 20. Sin de phi, c'est sin de 45. Sin de 20 vaut 0.3420. Sin de 45 vaut 0.7071. Donc, ici, on construit une première équation. Et là, on voit qu'on a 2 inconnus. TB et TC sont 2 inconnus ici. Ça veut dire que ça va nous prendre une autre équation pour résoudre le système d'équations. Et l'autre équation, ce sera l'axe Y. Donc, selon l'axe Y aussi, il faut que ce soit égal à 0, la somme des forces. Et on voit qu'on a 2 composantes Y, TB cos θ et TC cos de phi dans le négatif. Donc, TB cos θ égale moins TC cos de phi égale à 0. Donc, TB cos de 20 est égal à TC cos de 45, ce qui nous dit que TB est égal à 0.7525 TC. Et là, j'ai 2 équations à 2 inconnus, donc je peux remplacer l'équation 2 dans l'équation 1 et on obtient automatiquement les 2 valeurs de tension qu'on cherchait, 156 newtons et 117 newtons. Donc, tous les problèmes à l'équilibre fonctionnent là-dessus
Ici, on n'a pas inclus le poids de l'anneau parce que le poids est dans la dimension Z, en quelque sorte, là, ici. Là, c'est vu de haut. Donc, le poids n'a pas à intervenir ici. Mais en général, le poids va avoir lieu selon l'axe Y ou dans une direction quelconque. Il faudra aussi ajouter FG dans notre équilibre. Mais dans ce problème-là, on n'avait pas à tenir compte du poids. Ça va pas... OK. Force de frottement. Donc, il y a un chapitre complet 2.5 sur la force de frottement que je vais présenter à la fin de cette section-là. Mais la force de frottement, lorsqu'un objet a tendance à glisser sur une surface d'appui, l'objet subit une force de frottement qui va être parallèle à la surface et orientée de manière à s'opposer au glissement. Donc, c'est-à-dire au mouvement relatif entre les surfaces. Donc, par exemple, ici, un bloc qui voudrait descendre sur une rampe inclinée, il va subir vers l'arrière ici du frottement qui va le freiner. Donc, c'est toujours dans le sens de la surface et l'orientation du frottement, c'est selon le contexte. Et ça, on va le pratiquer éventuellement. Donc, dans la situation 3, on tire sur un bloc avec une corde et ici, il n'y a pas de frottement. Donc, on nous dit un bloc de 2 kg avec une corde orientée à 30 degrés et il y a un dynamomètre ici qui mesure 4 newtons. Et on veut savoir c'est quoi la force normale ainsi que l'accélération du bloc. Premièrement, première chose à ne pas faire, la force normale n'est pas égale au poids. Okay? Ce n'est pas vrai de dire que N est égal à mg. Dans certains cas peut-être, mais généralement non. Pour trouver la valeur de N, il faut résoudre les lois de Newton. Donc, première chose à faire, c'est un diagramme des forces. Donc, ce qu'il y a vers la droite, ce sera la composante de T fois cos de θ, parce que θ est donné selon X ici. Et on aura T sin de θ vers le haut ici. En plus de ça, on a le poids mg du bloc qui l'attire vers le sol. Et le sol va retenir avec une force vers le haut le bloc, avec une force normale N. Donc, toutes les forces sont dessinées ici. Commençons avec l'axe X. X, je n'ai qu'une seule force, qui est T cos de θ. J'ai rien vers l'arrière. Donc, T cos de θ est égal à MA. Donc, l'accélération selon X, ce sera T cos de θ sur M, donc 4 newtons cos de 30 sur 2. Et ici, on obtient directement l'accélération qui vaut 1,73 mètres seconde carré. Lorsqu'on fait l'équilibre vertical, donc là, on a vers le haut la normale, T sin de θ vers le haut, la composante verticale de la tension, moins le poids est égal à 0. Et ici, on voit que la normale, c'est pas égal à mg, c'est mg moins quelque chose. Donc, la normale, ce que ça représente en vérité, ça représente la force qui écrase le bloc dans le plancher. Donc oui, si on prend le bloc et on le met sur le plancher, donc ça c'est mon plancher, ça c'est mon bloc, la force normale est égale au poids. Parce que la force qui écrase le bloc dans le plancher est égale au poids. Mais ici, on le soulève un petit peu avec une corde. Donc, en le soulevant un petit peu, on diminue la force qui écrase le bloc dans le plancher. Donc, on diminue la force normale. Et on la diminue de T sin de θ. Donc, c'est mg moins T sin de θ, ce qui donne ici 17,6. Et là, attention, je le répète, lorsqu'un objet est simplement posé sur une surface, le module de la normale est égal au poids, c'est vrai. Toutefois, en général, ce n'est pas le cas. Comme ici, il y avait une corde qui le soulevait un petit peu. Donc, N va diminuer. Et vice-versa, si je m'assois sur le bloc, N va augmenter. Je vais augmenter la force qui écrase le bloc dans le plancher. Donc, pour déterminer N, il faut absolument utiliser la deuxième loi de Newton, comme je l'ai fait ici. Il faut écrire la somme des forces selon l'axe qui pointe selon la normale, mettre ça égal à 0 s'il n'y a pas de mouvement d'accélération, pour calculer la force normale. Autre exemple, ce sont les objets sur des rampes inclinées. Donc, des plans inclinés, des rampes inclinées, là, c'est des synonymes. Donc, ici, sur, encore une fois, pas de frottement, on donne l'inclinaison de 30 degrés par rapport au sol, on dépose une boîte de 2 kg et on tire dessus avec une corde qui est parallèle à la rampe. On vous dit que le dynamomètre ici mesure 4 newtons. La question, c'est quelle est la force normale exercée par la surface et quelle sera l'accélération du bloc. Donc, faisons un dessin ici. Donc, mg sera vers le sol. La force normale est toujours perpendiculaire à la surface et on a la tension ici qui est parallèle à la rampe. Donc, avec un diagramme des forces, là, on obtient la tension vers l'arrière, la normale vers le haut. Et là, on place l'axe X le long du mouvement. On fait un système d'axes intelligent. Donc, on va toujours sur une rampe inclinée mettre X dans le sens du mouvement, puis Y perpendiculaire. Ça va simplifier énormément les calculs afin qu'on ait une accélération en X et pas d'accélération Y. Je sais que le bloc n'accélérera pas selon Y. Il est toujours à la même hauteur par rapport à la rampe. Il fait juste se déplacer selon mon axe X ici. Donc, on a la tension qui pointe vers le X, la normale qui pointe vers Y, et le poids fait un angle.
Et l'angle qu'il fait, c'est un angle θ, le même angle que l'inclinaison ici, par rapport à l'axe des Y. Donc, vous irez lire dans le texte, il explique bien pourquoi. Donc, le θ, il est ici, le 30 degrés. Donc, mg cos de θ sera donc la composante selon Y, et mg sin de θ, le côté opposé, sera la composante vers l'arrière, vers x négatif ici. Une façon de comprendre pourquoi l'angle θ est mesuré par rapport à y, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si j'incline de plus en plus ma rampe. Donc ici, initialement, je n'ai pas d'inclinaison, mg pointe vers le bas. Ici, j'incline un petit peu ma rampe. Donc imaginez qu'on soulève un petit peu la rampe, ben mg va faire le même angle ici par rapport à l'axe des y. Et si j'incline encore un petit peu plus, ben l'angle ici est encore plus grand, et etc. Donc ici, on peut bien voir pourquoi est-ce que mg fait l'angle θ par rapport à mon axe normal ici. Donc, si je reviens à ma situation, ici, donc selon x, on a la tension qui tire dans le sens positif, et vers l'arrière, c'est le poids de l'objet, mg sin de θ, la composante selon x du poids. Et ça doit être égal à ma selon l'axe x. Donc, en isolant ax, on trouve t moins mg sin de θ sur la masse, donc 4 newtons dans le dynamomètre, moins mg sin de 30 sur 2, et ça nous donne une accélération négative. Donc, le bloc aura tendance à reculer. Donc, la force T ici qui le tire n'est pas suffisante pour retenir tout son poids. Donc, il va reculer pendant qu'on le tient un petit peu. Donc, on le freine vers l'avant, mais il recule avec une accélération. Donc, une accélération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse augmente à chaque seconde. Donc, il va reculer de plus en plus vite jusqu'à temps qu'il tombe en bas. Ensuite, pour trouver la force normale, ben, il faut appliquer la loi de Newton selon l'axe Y. Le bloc va toujours rester à la même hauteur Y, donc son accélération selon Y est nulle. Et là, on a deux forces en Y. On a la normale et on a la composante du poids ici parallèle à Y, donc mg cos de θ. Donc n moins mg cos de θ doit être égal à 0. Et on voit ici que la normale n'est pas égale à mg. Elle est plus petite que mg. Donc on écrase le plancher moins fort que si le plancher était à plat. Donc c'est normal parce qu'il y a une composante du poids qui sert à nous faire descendre, l'autre composante qui passe au travers du plancher, et celle qui passe au travers du plancher, c'est mg cos de θ, qui vaut ici 17 newtons dans cet exemple-là. Donc bien important, encore une fois, la normale n'est pas égale au poids, sauf dans le cas très banal où on met la boîte sur le plancher et qu'on touche à rien. Autre situation. Maintenant ici, le même bloc qui est sur une rampe inclinée, mais cette fois-ci avec du frottement. Donc on dépose un bloc de 2 kg sur un plan incliné qui fait 30 degrés par rapport à l'horizontale. Il va se mettre à glisser vers le bas. Et on vous dit que la force de frottement est 6 newtons en module. Quelle sera l'accélération du bloc? Donc diagramme des forces, on a le frottement dans le sens opposé du mouvement. Donc le poids mg, selon x, sa composante mg sin de θ veut faire descendre le bloc. Donc ici, je vais mettre l'axe x positif dans le sens du mouvement. Donc mg sin de θ serait positif. Le frottement s'y oppose vers l'arrière. Et selon l'axe y, on aurait la normale et mg cos de θ. Donc ici, la normale vaudrait encore 17 newtons parce que c'est la même masse sur la même inclinaison. Et il n'y a pas d'autre force en y. Mais si on regarde l'axe x maintenant, on a mg sin de θ qui fait descendre le bloc, sa composante de poids, à quoi on soustrait le frottement, et ça c'est égal à ma. Et donc ici, on peut calculer que l'accélération vaudra 1,9 mètres par seconde carré dans le sens de l'axe x positif. Donc ici, j'avais mis mon axe x positif vers la gauche, donc vers le bas de la rampe. Donc ça, ce sera l'accélération du bloc. Pour ce qui est de la troisième loi de Newton, il y a quelques petites choses qu'il faut mentionner. Donc ici, je la rappelle que la force entre A et B, donc la force que A exerce sur l'objet B est égale à moins la force que B exerce sur A. Donc la même grandeur de force, mais de signe opposé. Donc ici, attention, deux forces peuvent être égales et opposées sans nécessairement former une paire action-réaction. Donc, avant d'affirmer que deux forces forment une paire action-réaction, il faut s'assurer que les indices qui désignent une des forces correspondent bien à l'inverse de ceux qui désignent l'autre. Par exemple, A sur B et B sur A. Puis, avant d'aller plus loin, il est important de remarquer qu'en général, les deux forces réciproques dans une paire d'action-réaction n'agissent pas sur le même objet. En effet, une des forces agit sur A, tandis que l'autre agit sur B. Donc, c'est pas A sur A, là, pour être une paire action-réaction, il faut que la force soit appliquée sur deux objets différents. Et quand on inverse les indices, on voit bien que c'est A sur B puis B sur A. Donc ici, un exemple très simple. Une pomme sur une étagère. Donc une pomme P est immobile sur une étagère E. Appelons F1 le poids de la pomme et F2 la force normale.
Première question, est-ce que F1 et F2 sont action-réaction? Est-ce que le poids et la normale, c'est une paire action-réaction? La réponse, c'est bien sûr que non, parce que les deux forces sont appliquées sur le même objet ici. Puis en plus de ça, si je les écris avec les indices, F1, c'est le poids. Donc, c'est la force que la Terre exerce sur la pomme. Et F2, c'est la force que l'étagère exerce sur la pomme. Donc, on voit tout de suite que F1 et F2 n'ont pas rapport. Ce n'est pas une paire action-réaction, c'est deux forces différentes. Dans ce contexte-là, ils sont égales en module et de sens opposés. C'est cool, mais c'est une coïncidence. On l'a vu. Si je soulève la pomme un petit peu avec une corde, ils sont plus égales. Donc, c'est zéro une paire action-réaction pour plein de raisons. Donc, aussi, ils sont appliqués sur le même objet. Donc, c'est pas A sur B, B sur A, c'est T sur P puis E sur P. Ça n'a pas rapport. Donc, si je veux trouver la réaction de F1 et la réaction de F2, il faut inverser les indices. Donc, la réaction aux forces F1, c'est la force que la pomme exerce sur la Terre. Et la force F2, sa réaction, c'est la force que la pomme exerce sur l'étagère. Donc, l'étagère pousse la pomme vers le haut, mais la pomme pousse aussi l'étagère vers le bas. C'est normal. Si votre étagère, c'est une feuille de papier, vous mettez une pomme dessus, il y a des bonnes chances que la pomme perfore la feuille de papier. Parce qu'il y a une force subie sur l'étagère qu'on n'inclut pas dans le diagramme, parce qu'on s'en fout de l'étagère. Mais il y a une force vers le bas qui est égale à F2, qui vaut la force normale. Et la pomme est attirée vers la Terre, et en d'autres mots, la Terre est aussi attirée vers la pomme. Donc, la réaction au poids, c'est l'inverse. Donc, c'est la Terre attirée vers l'objet. Et ça, tantôt, j'ai parlé de l'astronaute qui attirait le Soleil. C'est la même chose. Donc, ici, si la pomme subit une force de 1 Newton, donc un poids de 1 Newton, bien, la Terre subit aussi une force de 1 Newton vers la pomme. Ce qui peut sembler un petit peu contre-intuitif, mais c'est vraiment ce qui se passe. Sauf que l'effet de cette force-là, c'est une accélération. Et la masse de la Terre est gigantesque. Son inertie est incroyablement élevée. Donc, l'accélération de la Terre va être ridiculement petite, alors que l'accélération de la pomme va valoir 9,8 mètres par seconde carré. Donc, un autre exemple pour illustrer ce que je dis, c'est quelqu'un, Albert ici, qui pousse sur un classeur à roulettes et sur une chaise à roulettes, donc il n'y a pas de frottement. Albert pousse le classeur avec une force Albert sur classeur. Par action-réaction, le classeur pousse Albert avec une force classeur sur Albert. Ces deux forces-là sont égales en module. Donc, FC sera égal à FA sur C. Et là, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, la force de C sur A vaut la masse de Albert fois son accélération, tandis que la force de A sur C vaut la masse de C fois son accélération. Et donc, si je calcule le rapport des accélérations, on voit que c'est le rapport inverse des masses. Ça veut donc dire que l'objet le plus lourd va subir la plus petite accélération, et donc que l'objet le plus lourd aura une plus petite variation de vitesse. Ce qui est logique. Imaginez que le classeur ici, c'est un éléphant extra lourd et que vous appliquez une petite force dessus. Vous allez reculer avec une très grande vitesse, une très grande accélération, et l'éléphant va à peine avancer parce qu'il y a une très grande masse. Pourtant, les deux objets ont subi la même force. Donc, dans la vie de tous les jours, voir et visualiser des forces, c'est pas concret. Ce qu'on visualise le plus, c'est l'accélération. On va voir quelqu'un qui va reculer très vite, quelqu'un qui avance lentement, mais ça ne nous dit pas la force, ça. Parce que la force va être la même dans cette situation-là, mais le plus léger va avoir un effet plus grand. C'est le principe d'inertie. Le plus léger va subir la force le plus fortement, donc il va avoir une accélération plus grande. Alors que l'objet le plus lourd subit la même force, mais étant plus lourd, ayant plus d'inertie, son vecteur vitesse va beaucoup moins changer. Je ne sais pas si vous faites des liens entre les notions, mais c'est bien important de comprendre ça ici. Pour ce qui est de la section 2.5 sur le frottement, j'ai préparé une autre vidéo que j'ai faite la session dernière. Donc là, je vais faire plus de calculs des exercices. Donc, vous trouverez le lien de la vidéo 2.5 sur la page Moodle aussi. Sur ce, bonne étude et à la semaine prochaine.